Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire du vieux grenier scellé que ma famille m'a interdit d'ouvrir toute mon enfance. Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans aujourd'hui et cette histoire commence dans la maison de mon enfance, une bâtisse en meulière construite au début du siècle dernier dans une petite ville de province où ma famille vit depuis 4 générations. Mes parents y habitent toujours et c'est là-bas, sous le toit de cette maison familiale, que j'ai grandi avec cette règle absurde, inébranlable, qui a façonné toute mon enfance sans que je comprenne jamais vraiment pourquoi elle existait. On n'ouvre jamais la porte du grenier. Cette porte, je la revois encore parfaitement. Elle se trouvait au bout du couloir du deuxième étage, une porte en bois massif, plus épaisse que toutes les autres portes de la maison, peinte d'un vert sombre qui s'écaillait par endroits, révélant plusieurs couches de peinture plus anciennes en dessous, comme les cernes d'un arbre qu'on aurait pu compter pour deviner son âge. Un cadenas ancien, rouillé mais visiblement entretenu, verrouillait le loquet et au-dessus, mon père avait fixé une petite plaque de bois où était gravée, d'une écriture qui n'était pas la sienne, une phrase simple: ne jamais ouvrir. Enfant, je n'ai jamais vraiment questionné cette règle. C'était comme ça depuis toujours, une évidence familiale au même titre que se laver les mains avant de passer à table ou ne pas courir dans les escaliers. Mes parents en parlaient rarement, et quand cela arrivait, c'était toujours avec ce même ton sec, définitif, qui coupait court à toute discussion. Je me souviens d'avoir demandé, vers l'âge de 7 ans, ce qu'il y avait derrière cette porte. Ma mère avait posé sa main sur mon épaule, son regard s'était voilé d'une gravité que je ne lui connaissais pas, et elle m'avait simplement répondu que certaines choses devaient rester fermées, que ce n'était pas de la curiosité enfantine dont il s'agissait, mais d'une question de sécurité pour toute la famille. Je n'avais pas insisté. On n'assistait jamais dans cette maison quand la voix de ma mère prenait ce ton-là. Ma grand-mère paternelle, qui vivait encore quelques années après ma naissance, évoquait parfois le grenier à mots couverts, toujours en présence de mon père uniquement, jamais devant nous les enfants. Je me souviens l'avoir surprise une fois, alors que je n'étais pas censée écouter, murmurer à mon père quelque chose à propos de ce qui était monté là-haut avant que tout ça n'arrive, une phrase dont le sens complet m'échappait totalement, mais dont le ton m'avait glacé le sang sans que je sache exactement pourquoi. Mon père avait posé un doigt sur ses lèvres et avait jeté un regard vers la porte du salon, craignant visiblement que je ne les entende. Je m'étais éclipsée rapidement, le cœur battant, avec la sensation confuse d'avoir touché à quelque chose de bien plus grave que je ne l'imaginais. Mon enfance, malgré cette étrange interdiction en toile de fond, a été plutôt heureuse. Nous étions 3 enfants, moi l'aîné, puis ma sœur Élise, 2 ans plus jeune, et notre petit frère Antoine, arrivé bien plus tard, presque 10 ans après moi. Nous jouions dans le jardin, dans les combles accessibles du premier étage, partout dans cette grande maison, sauf évidemment dans ce recoin du deuxième étage où trônait cette porte verte et son cadenas. Nous avions fini, tous les trois, par intégrer cette zone comme un territoire simplement inexistant, une sorte d'angle mort dans notre cartographie enfantine de la maison, un endroit qu'on ne regardait même plus vraiment en passant devant, tant l'habitude avait rendu cette porte presque invisible à nos yeux. Il y avait pourtant des moments où cette porte redevenait soudain très présente, très réelle. Je me souviens en particulier des nuits d'orage où les craquements de la charpente au-dessus de nos têtes semblaient descendre directement depuis ce grenier scellé, comme si quelque chose là-haut bougeait au rythme du vent et du tonnerre. Je me revois, petit garçon d'une dizaine d'années, allongé dans mon lit, écoutant ces bruits sourds, incapable de déterminer s'ils provenaient réellement du grenier interdit ou simplement de la structure de la maison qui travaillait sous l'effet des intempéries comme n'importe quelle vieille bâtisse. Cette incertitude à elle seule suffisait à nourrir mon imagination d'enfant de scénarios plus terrifiants les uns que les autres. Ma sœur Élise, elle, développait une fascination différente, plus directe, plus frontale que la mienne. Elle posait des questions régulièrement, cherchait à percer le mystère par tous les moyens possibles, allant même jusqu'à questionner discrètement notre grand-mère lors de ses dernières visites, avant qu'elle ne parte vivre dans une maison de retraite. Je me souviens qu'un jour, alors qu'Élise devait avoir 12 ans, elle avait demandé de but en blanc à notre grand-mère ce qui se trouvait dans ce grenier. Notre grand-mère, habituellement si affectueuse et bavarde, s'était brusquement refermée, son visage se vidant de toute couleur, et elle avait simplement répondu que certaines portes ne devaient jamais s'ouvrir. Jamais sous aucun prétexte, peu importe les raisons qu'on pouvait se donner pour justifier le contraire. Elle avait ensuite changé de sujet avec une rapidité inhabituelle, et personne dans la pièce n'avait osé relancer la conversation. Les années ont passé, et cette porte verte est demeurée une constante silencieuse de mon enfance, une présence de fond, rarement au premier plan de mes pensées, mais jamais totalement absente non plus. J'ai quitté la maison familiale à 18 ans pour poursuivre mes études dans une autre ville, puis j'ai construit ma propre vie, mon propre foyer, loin de cette bâtisse en meulière et de son mystère jamais résolu.
Je rendais visite à mes parents régulièrement, quelques week-ends par an, pour les fêtes, pour les anniversaires. Sans jamais reparler du grenier, cette question ayant fini par se ranger, dans mon esprit d'adulte, au rayon des curiosités d'enfance qu'on abandonne en grandissant, comme la peur du monstre sous le lit ou la certitude absolue que le Père Noël existe. Tout a changé il y a environ un an, quand mon père est décédé subitement d'un infarctus, laissant ma mère seule dans cette grande maison désormais bien trop vaste pour elle. Nous avons, mes frères et sœurs et moi, entamé les démarches pour l'aider à organiser sa nouvelle vie, envisageant même à terme de vendre la maison familiale pour qu'elle emménage dans un logement plus adapté, plus proche de nous. C'est dans ce contexte, alors que nous commencions à faire le tri dans les affaires accumulées depuis des décennies, que la question du grenier scellé est ressurgie avec une acuité que je n'avais pas connue depuis l'enfance. Ma mère, épuisée par le deuil et par l'ampleur de la tâche qui nous attendait, a fini par nous confier, un soir, autour de la table de la cuisine, qu'il faudrait bien, un jour ou l'autre, ouvrir ce grenier avant la vente de la maison, ne serait-ce que pour vider son contenu. Elle avait prononcé cette phrase d'une voix étrangement neutre, comme si elle évoquait n'importe quelle autre pièce de la maison, mais son regard, lui, trahissait une tension que je n'avais pas oubliée, celle-là même que j'avais perçue enfant à chaque évocation de cette porte verte. Elle nous a alors raconté, pour la première fois de sa vie, ce qu'elle savait de l'histoire de ce grenier, une histoire que mon père lui avait confiée à contre-cœur, le soir de leur mariage, comme un fardeau qu'il fallait bien transmettre à son épouse avant de fonder une famille avec elle. Selon ce que mon père lui avait raconté, ce grenier avait été scellé par mon arrière-grand-père plusieurs décennies auparavant, après un événement dont les détails exacts restaient flous, transmis de génération en génération par bribes, jamais dans leur intégralité. Il semblait qu'un membre de la famille, un frère de mon arrière-grand-père, dont le prénom même s'était perdu au fil du temps, ait développé dans les dernières années de sa vie une obsession maladive pour des pratiques occultes, des rituels dont personne ne connaissait vraiment la nature exacte. Il s'était installé dans ce grenier, y passant des nuits entières, refusant d'en sortir, jusqu'à ce qu'un événement que ma mère elle-même ne pouvait décrire précisément pousse mon arrière-grand-père à sceller définitivement cet espace, considérant qu'il valait mieux, pour la paix de toute la famille, ne plus jamais y remettre les pieds. Cette révélation, aussi incomplète fut-elle, a évidemment ravivé toutes mes angoisses d'enfant, ces sensations diffuses que j'avais fini par enfouir profondément, persuadée qu'elles n'étaient que le fruit d'une imagination trop fertile. Ma sœur Élise, présente ce soir-là, avait blêmi en écoutant ce récit, et je me souviens avoir vu dans son regard cette même fascination mêlée d'effroi qu'elle affichait déjà enfant face à cette porte interdite. Notre frère Antoine, plus jeune et n'ayant jamais vraiment intégré cette interdiction de la même manière que nous, avait proposé, presque avec insouciance, qu'on ouvre simplement cette porte pour en avoir le cœur net, arguant qu'il s'agissait probablement d'une vieille histoire de famille exagérée au fil des générations, comme cela arrive souvent. Ma mère avait refusé catégoriquement, du moins dans un premier temps, insistant pour que nous fassions appel à un professionnel, un vide-maison spécialisé, pour s'occuper de cette pièce le moment venu, sans qu'aucun d'entre nous n'ait à y mettre les pieds directement. Mais les événements en ont décidé autrement, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire. C'est arrivé un mois plus tard, un week-end où j'étais revenue seule dans la maison familiale pour continuer le tri des affaires de mon père dans son bureau, situé justement au deuxième étage, à quelques mètres seulement de cette porte verte que je n'avais pas revue depuis des années, sans y prêter une attention particulière. Ma mère était partie ce week-end-là chez ma tante pour se reposer un peu du poids de toute cette réorganisation, et je me retrouvais donc seule dans la grande maison silencieuse, entourée des affaires de mon père défunt, une tâche déjà suffisamment éprouvante émotionnellement, sans qu'il soit besoin d'y ajouter quoi que ce soit d'autre. Le premier soir, alors que je m'apprêtais à me coucher dans mon ancienne chambre d'enfant, restée quasiment inchangée depuis mon départ à 18 ans, j'ai entendu distinctement un bruit provenant du fond du couloir, un raclement sourd, comme quelque chose de lourd qu'on traînerait sur un plancher, suivi d'un silence total qui m'a semblé durer une éternité. Je suis restée allongée, immobile, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant chaque bruit de la maison avec une attention que je n'avais pas connue depuis l'enfance, cette même vigilance craintive que je croyais avoir laissée derrière moi en grandissant. Le bruit ne s'est pas reproduit cette nuit-là, et je me suis persuadée au petit matin qu'il s'agissait simplement de la vieille charpente qui travaillait, comme elle l'avait toujours fait, amplifiée dans mon esprit par le récit que ma mère nous avait fait quelques semaines plus tôt. Mais la nuit suivante, le même raclement est revenu, plus net encore, plus prolongé, et cette fois accompagné d'un second bruit, plus discret, qui ressemblait étrangement à un souffle, une respiration lente et profonde, comme si quelque chose, de l'autre côté de cette porte scellée, inspirait et expirait avec une régularité presque mécanique.
J'ai passé cette seconde nuit dans un état de tension extrême, incapable de trouver le sommeil, l'oreille tendue vers le fond du couloir, guettant chaque variation de ce souffle qui semblait provenir directement du grenier condamné. Je me souviens d'avoir allumé la lumière de ma chambre à plusieurs reprises, cherchant un réconfort dérisoire dans cette clarté artificielle, avant de l'éteindre à nouveau, honteux de cette peur enfantine que je croyais avoir dépassée depuis longtemps. Le lendemain matin, épuisé par cette nuit blanche, je me suis approché de cette porte verte pour la première fois depuis mon enfance, avec l'intention non pas de l'ouvrir, mais simplement de l'observer de près, de comprendre peut-être l'origine rationnelle de ces bruits nocturnes. Le cadenas était toujours là, aussi rouillé qu'il l'avait toujours été, apparemment intact. La plaque de bois portant l'inscription «Ne jamais ouvrir» avait pâli avec les décennies, mais les mots restaient parfaitement lisibles, comme gravés non seulement dans le bois, mais dans la mémoire même de la maison. J'ai posé ma main sur cette porte, sentant sous mes doigts la texture rugueuse de la peinture écaillée, et j'ai eu la sensation très nette, presque physique, d'une vibration légère, comme si quelque chose de l'autre côté répondait à ce contact par une pulsation sourde et lointaine. J'ai retiré ma main précipitamment, le cœur battant, en me traitant intérieurement d'adulte ridicule cédant à des peurs d'enfant. Mais cette sensation, une fois ressentie, ne m'a plus quitté du reste de la journée. J'ai continué le tri des affaires de mon père dans son bureau, à quelques mètres seulement de cette porte, avec cette conscience permanente, presque douloureuse, de sa présence dans mon dos, comme un poids invisible qui pesait sur mes épaules à mesure que les heures s'écoulaient. La troisième nuit a été la pire de toutes. Je m'étais couché tard, épuisé par le manque de sommeil accumulé, espérant sombrer rapidement dans un sommeil réparateur malgré tout. J'ai été réveillé vers 2 heures du matin par un bruit d'une nature complètement différente de ceux des nuits précédentes. Des coups, secs et réguliers, frappés directement contre la porte du grenier, comme si quelqu'un de l'intérieur cherchait activement à sortir. 3 coups, un silence, puis 3 coups à nouveau, dans un rythme obsédant qui a résonné dans le couloir vide pendant plusieurs minutes interminables. Je suis resté figé dans mon lit, incapable de bouger, chaque muscle de mon corps paralysé par une terreur que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie adulte. Les coups ont fini par cesser, remplacés par un silence encore plus terrifiant, un silence chargé d'attente, exactement comme celui que j'avais ressenti face à cette porte la veille au soir. J'ai fini par rassembler assez de courage pour me lever, allumer toutes les lumières du couloir et m'approcher tremblant de cette porte verte qui semblait, dans la pénombre, presque respirer elle-même. Le cadenas était toujours en place, intact, aucune trace de tentative d'effraction depuis l'intérieur, ce qui, loin de me rassurer, a considérablement amplifié ma terreur. Comment expliquer ces coups, cette pression sourde contre le bois, si aucune force physique ne semblait avoir agi sur ce cadenas centenaire? J'ai passé le reste de cette nuit dans le salon du rez-de-chaussée, refusant catégoriquement de remonter au deuxième étage avant le lever du jour, une tasse de thé froide entre les mains, fixant l'escalier avec une vigilance que je n'avais plus connue depuis mes pires cauchemars d'enfant. Le lendemain, épuisé mais déterminé à comprendre ce qui se passait réellement, j'ai appelé ma mère pour lui raconter, avec toute la prudence possible pour ne pas l'inquiéter davantage, ce que j'avais vécu ces 3 dernières nuits. Le silence au bout du fil a duré suffisamment longtemps pour que je comprenne que ma mère prenait mon récit avec un sérieux que je n'attendais pas. Elle m'a alors confié un détail qu'elle avait gardé pour elle jusque-là, par pudeur ou par crainte de paraître elle-même irrationnelle. Mon père, les dernières années de sa vie, entendait lui aussi régulièrement ces mêmes bruits, ces mêmes coups contre la porte, particulièrement les nuits où il travaillait tard dans son bureau. Il n'en avait jamais parlé à personne d'autre qu'à elle, convaincu que le fait de le nier suffirait à contenir le phénomène, à l'empêcher de s'aggraver. Cette révélation, loin de m'apaiser, a considérablement renforcé mon inquiétude. Si mon propre père, un homme pragmatique, peu enclin à l'imagination débordante, avait vécu les mêmes phénomènes que moi durant des années, sans jamais oser en parler ouvertement, alors ce que je vivais n'était peut-être pas le simple fruit d'une fatigue passagère ou d'une suggestion nourrie par le récit de ma mère. Ma mère m'a supplié de quitter la maison immédiatement, de laisser le tri des affaires pour plus tard, mais une part de moi, la même curiosité tenace qui habitait déjà ma sœur Élise durant notre enfance, refusait catégoriquement de partir sans avoir au moins tenté de comprendre. J'ai contacté Élise ce jour-là, lui racontant en détail tout ce qui s'était produit, et elle a insisté pour me rejoindre dès le lendemain, refusant que j'affronte seule cette situation. Sa présence, je dois l'avouer, m'a considérablement rassurée, même si elle n'a en rien atténué l'intensité des phénomènes qui allaient suivre. Ensemble, nous avons décidé d'entreprendre nos propres recherches sur l'histoire de cette maison et de ce grenier, espérant trouver, dans les archives familiales conservées dans le bureau de notre père, des réponses plus précises que les bribes transmises oralement de génération en génération.
Nous avons passé cette journée entière à éplucher de vieux registres, des lettres jaunies, des photographies dont certaines dataient du début du siècle dernier. C'est ainsi que nous avons découvert, dans une malle oubliée au fond d'un placard, un carnet manuscrit appartenant à notre arrière-grand-père, dans lequel il évoquait, avec une prudence manifeste, les événements ayant conduit au scellement du grenier. Son frère, dont nous avons enfin appris le prénom, Édouard, s'était effectivement adonné à des pratiques que notre arrière-grand-père qualifiait dans son carnet de recherche interdite, sans jamais entrer dans des détails plus précis, comme s'il craignait lui-même, en écrivant ces mots, de raviver quelque chose qu'il valait mieux laisser enfoui. Le carnet évoquait une dernière nuit, celle où Édouard aurait définitivement disparu, laissant derrière lui uniquement des traces énigmatiques dans le grenier, des symboles tracés à même le plancher que notre arrière-grand-père avait choisi de sceller plutôt que de nettoyer, persuadé que le simple fait de les effacer aurait pu libérer quelque chose qu'il valait mieux garder enfermé. Le carnet se terminait sur une phrase que je n'oublierai jamais, tracée d'une écriture visiblement tremblante. Ce qui reste là-haut ne doit jamais revoir la lumière du jour, sous peine de réveiller ce qu'Édouard a nourri de son vivant. Cette découverte, loin d'apaiser nos inquiétudes, les a considérablement amplifiées. Élise et moi avons passé cette soirée-là à débattre longuement de la conduite à tenir. Fallait-il, comme le suggérait implicitement ce carnet centenaire, laisser cette porte définitivement scellée, quitte à la faire murer par un professionnel avant la vente de la maison, ou fallait-il au contraire affronter directement ce mystère? Comprendre une fois pour toutes ce qui se cachait réellement derrière cette porte verte, pour ne plus jamais avoir à vivre dans la peur de phénomènes inexpliqués. C'est Élise, finalement, qui a pris la décision. Elle a toujours été la plus déterminée d'entre nous trois, celle qui refusait de laisser une question sans réponse, même au prix d'un certain danger. Elle a proposé que nous fassions appel, avant toute chose, à un spécialiste des phénomènes paranormaux, quelqu'un capable d'évaluer la situation avec un minimum d'objectivité, plutôt que de nous précipiter nous-mêmes vers l'inconnu sans aucune protection ni préparation. Nous avons contacté, par l'intermédiaire d'une association locale, un homme du nom de Frédéric, spécialisé depuis des années dans l'accompagnement de familles confrontées à des phénomènes inexpliqués dans leurs habitations anciennes. Il est arrivé 3 jours plus tard, un homme d'une cinquantaine d'années, au calme désarmant, qui nous a écoutés raconter toute l'histoire, sans jamais manifester le moindre scepticisme, ni la moindre fascination malsaine pour ce que nous vivions. Il nous a expliqué que certains lieux conservaient, à la manière d'une éponge, les résidus d'un tension particulièrement intense, que les pratiques occultes, quelle que soit leur efficacité réelle, laissaient souvent une empreinte psychique durable sur les lieux où elles avaient été pratiquées avec constance et conviction sur une longue période. Il a insisté sur le fait que sceller une porte sans jamais traiter la cause profonde du phénomène ne faisait souvent que reporter le problème, permettant à cette empreinte de se renforcer avec le temps, nourrie par la peur même que cette interdiction générait chez chaque génération successive. Selon lui, notre famille, en refusant systématiquement d'affronter ce grenier depuis des décennies, avait involontairement contribué à maintenir vivante cette présence, cette énergie résiduelle qui se nourrissait précisément de cette peur transmise de parents en enfants, année après année. Frédéric nous a proposé d'ouvrir le grenier en sa présence dans des conditions qu'il avait l'habitude de mettre en place pour ce genre de situation, insistant sur l'importance de ne jamais y pénétrer seul, ni dans la peur, ni dans la précipitation. Ma mère, prévenue de cette décision, a d'abord tenté de nous en dissuader fermement, mais face à notre détermination commune, elle a fini par accepter, à condition de ne pas être présente elle-même ce jour-là, incapable psychologiquement d'affronter ce qui pourrait se révéler derrière cette porte après toutes ces décennies d'interdiction. Le jour venu, un samedi matin de fin d'automne, Frédéric est arrivé accompagné d'un assistant, tous deux porteurs d'un matériel que je n'avais jamais vu auparavant, des instruments de mesure destinés à évaluer les variations électromagnétiques et thermiques dans l'espace du grenier une fois la porte ouverte. Élise et moi étions présents, nerveux mais résolus, tandis qu'Antoine, notre plus jeune frère, avait finalement préféré rester en bas, incapable de masquer sa propre appréhension malgré son insouciance affichée des semaines précédentes. Frédéric a d'abord procédé à ce qu'il appelait une purification préalable du couloir, brûlant des herbes séchées dont l'odeur âcre s'est répandue rapidement dans tout l'étage, tout en prononçant à voix basse des paroles que je n'ai pas cherché à comprendre précisément, respectant simplement le processus qu'il jugeait nécessaire avant toute intervention. Puis, avec des outils spécifiques, il a fait sauter le vieux cadenas rouillé, dont le mécanisme a cédé après quelques minutes d'effort, produisant un craquement métallique qui a résonné dans tout le couloir comme un coup de tonnerre. La porte, une fois déverrouillée, est restée fermée encore de longues minutes, Frédéric prenant le temps d'observer les premières mesures de ses instruments, notant une baisse de température significative juste derrière le battant, ainsi qu'une variation électromagnétique qu'il a qualifiée d'inhabituelle sans pour autant paraître réellement surpris.
comme s'il s'attendait précisément à ce type de résultat. Quand la porte s'est enfin ouverte, un souffle d'air glacial et vicié s'est répandu dans le couloir, chargé d'une odeur de poussière ancienne mêlée à quelque chose de plus âcre, presque organique, que je ne saurais décrire précisément encore aujourd'hui. L'obscurité à l'intérieur semblait plus dense que ce que la simple absence de lumière naturelle aurait dû produire, comme une matière presque palpable qui refusait de se dissiper, même lorsque Frédéric a orienté sa lampe torche vers l'intérieur de la pièce. Le grenier, une fois éclairé progressivement, s'est révélé bien plus petit que je ne l'avais imaginé durant toutes ces années d'interdiction. Une simple pièce sous les combles, encombrée de quelques meubles recouverts de draps blancs devenus grisâtres avec le temps, une vieille malle similaire à celle que nous avions découverte quelques jours plus tôt, et au centre exact du plancher, des marques sombres, presque calcinées, dessinant des motifs géométriques complexes que je n'ai jamais pu identifier précisément malgré mes recherches ultérieures. Ces symboles, gravés directement dans le bois par un feu ou une substance corrosive, formaient un cercle presque parfait, entouré de lignes convergeant vers son centre comme les rayons d'une roue brisée. Frédéric nous a immédiatement demandé de rester sur le seuil, refusant catégoriquement que quiconque, y compris lui-même dans un premier temps, ne pénètre directement dans ce cercle tracé au sol avant d'avoir procédé à un examen plus approfondi. Il a observé longuement ces symboles, son visage habituellement si calme, se teintant d'une gravité nouvelle, avant de nous confirmer ce que nous redoutions déjà confusément. Ces marques correspondaient effectivement à des pratiques rituelles anciennes, destinées, selon son expertise, à établir une forme de communication ou de pacte avec une entité que la tradition occulte qualifiait généralement d'entité de seuil, une présence qui se nourrissait précisément de la peur et de l'interdiction entourant son lieu d'ancrage. C'est à ce moment précis, alors que nous observions ces symboles depuis le seuil de la porte, que la température de la pièce a chuté brutalement, d'une manière si soudaine que notre souffle est devenu immédiatement visible dans l'air glacial. La lampe torche de Frédéric a vacillé plusieurs fois avant de s'éteindre complètement, plongeant le grenier dans une obscurité totale que seule la faible lumière du couloir parvenait à atténuer légèrement. J'ai senti dans cet instant suspendu la même sensation de pression sourde que j'avais ressentie contre la porte fermée quelques jours plus tôt, mais amplifiée considérablement, comme une vague invisible qui semblait émaner directement du centre de ce cercle tracé au sol. Élise a agrippé mon bras avec une force que je ne lui connaissais pas, et j'ai entendu distinctement ce même souffle profond et régulier que j'avais perçu à travers la porte durant mes nuits d'insomnie, mais cette fois beaucoup plus proche, comme si la source de cette respiration se tenait directement au centre du cercle, à quelques mètres seulement de l'endroit où nous nous tenions tous les trois, figés sur le seuil de cette pièce que personne, depuis des décennies, n'avait eu le courage d'affronter directement. Frédéric, malgré l'obscurité et la tension palpable qui nous étreignait tous, a gardé un calme remarquable, prononçant à voix haute des paroles apaisantes, non pas destinées à nous rassurer nous, mais adressées directement à cette présence qu'il semblait percevoir avec une acuité que ni Élise ni moi ne possédions. Il expliquait d'une voix posée mais ferme que nous n'étions pas venus pour raviver ce pacte ancien, que nous ne cherchions ni à nourrir ni à combattre cette présence, simplement à la libérer d'un lieu où elle se trouvait retenue depuis bien trop longtemps par la peur accumulée de plusieurs générations. Cette confrontation silencieuse a duré ce qui m'a semblé une éternité, bien que Frédéric nous ait confirmé plus tard qu'elle n'avait probablement pas excédé quelques minutes. Progressivement, la pression sourde qui nous oppressait la poitrine s'est atténuée, la température est remontée graduellement et le souffle profond qui semblait provenir du centre du cercle s'est estompé jusqu'à disparaître complètement, laissant place à un silence différent de celui qui avait précédé, un silence que je qualifierais presque de libéré, comme si quelque chose venait effectivement de quitter cet espace pour de bon. Frédéric a alors procédé, avec notre aide prudente, à un nettoyage rituel complet du grenier, effaçant méthodiquement les symboles gravés dans le plancher à l'aide d'un mélange de sel et d'eau bénite qu'il avait apporté à cet effet, tout en continuant à prononcer des paroles apaisantes destinées, nous a-t-il expliqué, à sceller définitivement ce départ plutôt que de simplement condamner à nouveau cette pièce comme l'avait fait notre arrière-grand-père des décennies auparavant. Nous avons ensuite entrepris de vider entièrement le grenier de son contenu, découvrant sous les draps poussiéreux quelques meubles anciens, sans rien de particulièrement remarquable, ainsi que des documents personnels ayant appartenu à Édouard, ce grand-oncle dont l'existence même avait été soigneusement effacée de la mémoire familiale pendant si longtemps. Ces documents que nous avons pris le temps de lire dans les semaines suivantes révélaient un homme visiblement rongé par une solitude profonde, ayant perdu sa fiancée dans des circonstances tragiques quelques années avant les événements ayant conduit au scellement du grenier, et qui semblait avoir cherché dans ses pratiques occultes un moyen désespéré de renouer un contact avec elle depuis l'au-delà. Cette découverte a considérablement transformé notre perception de toute cette histoire.
Ce n'était plus simplement une malédiction abstraite transmise de génération en génération, mais l'histoire tragique d'un homme brisé par le chagrin, dont la détresse avait fini par imprégner durablement ce lieu qu'il avait choisi comme sanctuaire de son deuil impossible. Élise, en particulier, a été profondément émue par cette découverte et c'est elle qui a suggéré que nous organisions une sorte de cérémonie simple, familiale, pour honorer enfin la mémoire d'Édouard, plutôt que de continuer à le considérer comme une simple source de peur et d'interdiction. Nous avons partagé cette découverte avec notre mère, qui a accueilli ces révélations avec un mélange de soulagement et de tristesse profonde, comprenant enfin l'origine véritable de cette peur qui avait façonné tant d'années de vie familiale sans jamais être pleinement expliquée ni comprise. Elle nous a confié ce soir-là avoir toujours ressenti, elle aussi, une forme de compassion diffuse envers cette présence qu'elle imaginait vaguement derrière cette porte, sans jamais oser formuler cette pensée à voix haute auparavant, de peur de paraître elle-même touchée par une forme de folie familiale. Le grenier, une fois entièrement vidé et purifié selon les instructions de Frédéric, est resté ouvert plusieurs semaines, ses fenêtres laissant enfin entrer la lumière naturelle dans cet espace qui n'avait connu que l'obscurité pendant des décennies. J'ai passé plusieurs après-midi durant cette période à simplement m'asseoir dans cette pièce désormais paisible, essayant d'imaginer la vie qu'Édouard avait pu y mener, la douleur qu'il avait tenté d'apaiser par des moyens que je ne cautionne évidemment pas, mais dont je comprenais désormais, avec le recul, la détresse humaine profonde qui les avait motivés. La vente de la maison familiale s'est finalement concrétisée quelques mois plus tard, ma mère ayant emménagé dans un appartement plus adapté, plus proche de chez ma sœur. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec 2 enfants, n'ont jamais rien remarqué d'anormal dans cette maison. La vente de la maison familiale s'est finalement concrétisée quelques mois plus tard, ma mère ayant emménagé dans un appartement plus adapté, plus proche de chez ma sœur. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec 2 enfants, n'ont jamais rien remarqué d'anormal dans cette maison. Et j'ai pris soin, avant la remise des clés, de m'assurer personnellement que le grenier resterait ouvert, accessible, transformé peut-être un jour en simple chambre supplémentaire ou en bureau, débarrassé enfin de cette aura d'interdiction qui avait pesé si lourdement sur plusieurs générations de notre famille. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne ressens plus la même terreur qu'à l'époque de ces nuits d'insomnie passées à guetter chaque bruit provenant du fond du couloir. Je ressens plutôt une forme de gratitude étrange envers cette expérience, celle d'avoir enfin permis à cette histoire familiale, longtemps enfouie sous des générations de silence et de peur transmises, de trouver une forme de résolution, de paix, autant pour Édouard que pour nous tous, qui avons grandi dans l'ombre de cette porte verte sans jamais vraiment comprendre ce qu'elle dissimulait. Je pense souvent à mon père, à ces années durant lesquelles il a lui aussi entendu ces mêmes bruits, sans jamais oser en parler ouvertement, portant seul ce fardeau familial comme tant d'autres avant lui. J'aurais aimé pouvoir lui dire aujourd'hui que ce silence, cette peur transmise de génération en génération, n'était peut-être pas la meilleure façon de protéger sa famille, que parfois, affronter directement ce qui nous terrifie le plus reste la seule véritable façon de s'en libérer durablement. Voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire du vieux grenier scellé que ma famille m'a interdit d'ouvrir toute mon enfance. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir, merci de faire vivre cette chaîne à la lueur de la bougie avec autant de fidélité. Prenez soin de vous, verrouillez bien vos portes et retrouvons-nous demain soir à la même heure, à la lueur de la bougie.